À la recherche du Québec par Alexis Tétrault avec Carl Bergeron. Chers auditeurs, soyez les bienvenus à ce nouvel épisode de À la recherche du Québec. J'ai le plaisir de m'entretenir aujourd'hui avec un écrivain d'une espèce toute particulière, l'espèce qui dissèque de manière chirurgicale la condition québécoise. Après un cynique chez les lyriques, perçant essai sur l'œuvre cinématographique de Denis Arcand et Voir le monde avec un chapeau, livre aussi inclassable que magistral, Carl Bergeron fait aujourd'hui paraître La Grande Marie ou le luxe de sainteté. On me permettra de lire la première page de ce livre, lui aussi inclassable et magistral, sur Marie de l'Incarnation. C'est l'histoire d'une petite nation conquise et semi-affranchie, aujourd'hui menacée par l'amnésie numérique et tétanisée par l'hostilité dont elle continue d'être l'objet, candide et quelque peu insouciante, aussi bien à l'égard de son avenir en Amérique que de son patrimoine spirituel. C'est l'histoire d'un monument littéraire et mystique façonné dès l'origine par une femme de génie et totalement méconnue par ceux-là même pour qui il a été conçu. C'est l'histoire d'un peuple étonnant et improbable, plus stupéfait que défait, avare par legs de survivance bien plus que par vice, qui aurait perdu la clé du riche trésor sur lequel s'appuie par nécessité son oubli. Moi, qui suis l'enfant de désir, soit le poète à la recherche du visage de la beauté, me permets-tu, ami lecteur, de témoigner par cet essai de ma découverte et de mon émerveillement. Alors, sur ce beau et poignant paragraphe d'introduction, Carl Bergeron, bonjour. Bonjour. Alors, ma première question est un peu prosaïque, vous m'excuserez, mais pour les auditeurs qui ont mon âge d'une certaine manière et n'ont jamais entendu parler de Marie de l'Incarnation, pouvez-vous nous dire qui elle est, simplement? Bien sûr. Alors, Marie de l'Incarnation, elle est née Marie Guyard, donc elle est née à Tours, en France, naturellement, en 1599. Elle est morte à Québec en 1672 et elle a... en fait, c'est une femme qui ne s'est pas tout de suite engagée dans les ordres, mais elle a ressenti très très tôt dans sa vie, dans son enfance, de l'appel mystique. Donc ça remonte à sa prime enfance. Mais ce n'est que vers 34-35 ans qu'elle s'engage chez les Ursulines de Tours. Et puis, ce n'est qu'ensuite, quelques années plus tard, c'est-à-dire en 1639, qu'elle part pour la Nouvelle-France. Et naturellement, là, c'est la deuxième partie de sa vie qui nous intéresse surtout aujourd'hui, mais la première partie est passionnante aussi. Mais il y a comme une coupure, si vous voulez, qui est symbolisée par sa traversée de l'Atlantique. C'est une femme qui n'avait jamais vu la mer auparavant, et lorsqu'elle arrive à Dieppe, c'est la première fois qu'elle voit la mer. Et comme ça, elle avait pris la décision de partir et d'affronter toutes ces... qui était un immense risque à l'époque. Mais pour quelle raison Pour convertir ceux qu'on appelait à l'époque les sauvages dans un esprit qui était évidemment pas du tout polémique et surtout que le terme à l'époque n'avait pas la connotation péjorative. Sauvage, étymologiquement parlant, c'est celui qui habite les forêts. Donc ils s'en allaient évangéliser, convertir au Christ les sauvages. Donc c'était pour cette raison principale. Elle a des mots magnifiques pour les Amérindiens dans sa correspondance. Lorsqu'elle parle de ces petites princesses, je vais aimer les petites sauvages comme des petites princesses magnifiques. Je le cite tel quel dans mon livre. Et d'ailleurs, à sa mort, elle est entourée par ces jeunes Amérindiennes qu'elle a pu côtoyer, qui viennent la saluer pour une dernière fois dans un adieu extrêmement poignant. Donc c'est pour cette raison-là principale et naturellement au fil de cette mission d'évangélisation entre la théorie et la pratique, il y a toute une série, si vous voulez, d'obstacles qui ont fait en sorte qu'elle a dû ajuster. Elle a dû s'ajuster au pays, elle a dû comprendre aussi qu'elle ne pourrait pas... en fait, son travail d'évangélisation serait forcément limité. Les Ursulines abandonnent l'idée de convertir les jeunes Amérindiennes pour se concentrer sur l'éducation ensuite des jeunes filles canadiennes. Et même Marie de l'Incarnation, assez comiquement, dit à un certain moment que les jeunes Canadiennes
en ont plus besoin. Ah oui? Parce qu'elles sont encore plus... C'est comme si le contact avec cette gigantesque Amérique, le contact avec les forêts les avait rendues un peu folles. Ils ont besoin de structure. Elles ont besoin de structure encore plus que les Amérindiennes. Alors ça, j'ai trouvé ça très cocasse. Et elle s'inquiète de ce manque d'orientation des jeunes Canadiennes. Elle a l'impression qu'elles en ont davantage besoin que les Amérindiennes. Donc voilà, c'est Marie l'Incarnation. Et puis elle nous a laissé tout au long de sa vie, elle a écrit des lettres par centaines et qui ont été rassemblées, préservées notamment par son fils, Claude Martin, et qui nous sont parvenues aujourd'hui. Donc, sans même s'en rendre compte, si vous voulez, elle a façonné ce monument mystique et littéraire dont vous parliez en introduction. Parce que vous vous êtes pas attardé à sa relation, c'est-à-dire à ses mémoires. Vous vous êtes attaqué à sa correspondance, si je me trompe pas. Ben, j'ai commencé par m'attaquer à la correspondance, mais je me suis forcément intéressé aussi aux relations qu'elle a laissées, notamment la relation de 1654, qui est un petit chef-d'œuvre, si vous voulez, une sorte de petit roman d'apprentissage qu'elle nous laisse, et puis qui est magnifique. Je le cite dans mon livre, parce que c'est dans la relation de 1654, c'est vraiment là que s'exprime de façon la plus concise, peut-être même la plus littéraire, le rapport proprement, charnel de Marie de l'Incarnation au Christ. Au Christ, c'est ça, c'est sa relation de transcendance, on l'observe dans la relation. C'est une fiancée, c'est une mariée de l'époux, hein, comme on disait, c'est une mariée du Christ. Et dès l'enfance, c'est sous le signe des épousailles. Hein, lorsqu'à 7-8 ans, je pense qu'elle a une vision, et c'est l'imaginaire qui se déploie, c'est l'imaginaire des noces. Donc, elle est mariée au Christ. Et c'est vraiment le cantique des cantiques, si vous voulez, qui constitue la référence fondamentale dans la relation de 1654, et qui fait de Marie de l'Incarnation un personnage extrêmement vivant. Parce que c'est certain que les modernes, et ça j'aborde un peu cet aspect-là dans mon livre, ont tendance à projeter, si vous voulez, leur propre résistance ou leur propre refus du transcendant sur les grands personnages mystiques. Donc ils vont avoir une tendance, à mon avis, qui est malsaine, qui est de spéculer, tenter de voir s'il n'y aurait pas un refoulé sexuel derrière tout ça. Bon. Les catégories empiriques, comme vous le nommez dans le livre. Exactement, et je pense que les catégories empiriques, elles ont une place, elles remplissent une fonction, mais elles ne peuvent pas venir en premier dans la recherche de la vérité, notamment lorsqu'il s'agit d'aborder le génie mystique ou poétique d'ailleurs. Donc c'est quelque chose qui doit venir en deuxième, voire même en troisième. Je pense que c'est le savoir, la connaissance qui a attiré des mystiques doit venir d'une communion, c'est-à-dire d'une rencontre personnelle. Et je pense que pas mieux que la lecture que pour faire cette rencontre. Donc, c'est le fruit de cette rencontre dont je témoigne dans mon petit livre. Puis vous témoignez surtout d'un oubli, je l'ai mentionné en lisant votre première page, c'est que Marie de l'Incarnation est une figure oubliée de la littérature québécoise, de l'histoire québécoise, mais pourtant, il n'y en a pas toujours été ainsi. Non, oui, non, c'est-à-dire, je nuancerais, c'est que oui, naturellement, il y a eu des biographies. Bon, je ne sais pas, on peut remonter à Charlevoix qui avait écrit sur Marie de l'Incarnation, l'abbé Casgrain au 19e siècle, même l'abbé Groux aussi a ébauché un portrait, la grande dame de notre histoire, sur un portrait de Marie de l'Incarnation. Dans la littérature, Marie de l'Incarnation, elle apparaît, il y a des occurrences parfois parodiques, par exemple chez Régent Ducharme. Donc c'est une figure qui est quand même en surface comme ça de notre histoire, mais moi ce qui m'intéressait, c'était de ne pas l'aborder de façon parodique, par exemple, comme Régent Ducharme, ou pas non plus de l'aborder de façon soit géographique. C'était comme je disais tout à l'heure, une rencontre personnelle, une communion, si vous voulez. Donc, une lecture très, très personnelle. Mais en même temps, parce que ce que je fais dans mon livre, au fond, qu'est-ce que je fais, c'est que il y a le prisme, j'utilise Marie de l'Incarnation comme d'un prisme, si vous voulez, pour étudier l'évolution de la conscience historique au Québec. Donc c'est un prétexte aussi pour réfléchir non seulement à la condition québécoise, à l'évolution de la conscience historique, mais c'est un prétexte aussi pour tenter de repérer les angles morts de la conscience contemporaine, donc la conscience moderne. Dans son rapport, par exemple, au transcendant. Donc, c'est un prisme, c'est à la fois un prisme et un prétexte.
Donc, j'ai tenté, parce que je pense que j'emploie le mot de métaboliser dans mon livre. Et c'est ça qui non seulement par rapport à Marie de l'Incarnation, mais à l'ensemble de la mémoire de l'Amérique française, c'est vraiment cela qui me préoccupe. C'est-à-dire comment métaboliser cette mémoire. Comment en faire un pilier de notre condition, autrement? Exactement, d'en faire une pierre d'angle, de transformer cette mémoire en une histoire finalement, c'est-à-dire de l'intégrer dans la conscience historique, ce qui est différent que de simplement être dans la commémoration, de simplement être dans un rapport relativement passif à la mémoire. Donc c'est un peu ça c'est un peu ce procès qui était fait par les révolutionnaires tranquilles disons nationalistes canadiens-français. C'était le procès qu'il leur faisait. Vous l'abordez longuement dans votre livre d'ailleurs, cette espèce de transformation où le Canada français, censément pétri de transcendance, devient un Québec de la praxis, complètement empirique d'une certaine manière. Ben, c'est qu'avec la Révolution tranquille, le procès qui est fait notamment à parti pris, c'est qu'il reprochait, à tort ou à raison, c'est parce qu'il y a eu quelque chose de malhonnête qui a eu lieu quand même chez les révolutionnaires tranquilles, c'est dans le procès qui a été fait à Groulx. Groulx est assimilé aux éléments les plus passéistes du nationalisme canadien-français, ce qui, à mon avis, est vraiment malhonnête. On le retrouve chez Paul Chamberlain, on retrouve... C'est une permanence, si vous voulez, une trope là, des révolutionnaires tranquilles. Le mauvais procès qui est fait à Groulx et la malhonnêteté avec laquelle on va l'amalgamer aux éléments les plus arriérés du nationalisme canadien-français. Mais n'empêche que, grosso modo, si vous voulez, c'est ça, le procès qui est fait au nationalisme canadien-français, c'était d'avoir transformé la mémoire de l'Amérique française en une épopée, d'accord? Une épopée mystique, une épopée magnifique, messianique, mais que le décalage qui était fait avec la réalité, parce que la réalité du Canada français dans les années 50-60, c'est un peuple subalterne qui était possédé, prolétarisé à Montréal, donc qui n'occupe pas les postes d'influence, les postes de pouvoir. Les Canadiens français, les années 50, à l'aube de la Révolution tranquille, sont vraiment au même niveau que les immigrants de première génération, pratiquement. Donc, il faut bien comprendre depuis quelle détresse, depuis quelle réalité aussi ces gens-là parlaient. Donc, ils font un procès parce qu'ils trouvent, voilà, ils disent, cette mémoire que vous nous proposez, c'est devenu en fait un alibi. Elle est devenue aliénante. Elle a cessé d'être inspirante parce qu'elle n'est pas en relation avec la situation objective. Totalement réifiée, au fond. Et oui, exactement. Donc, elle n'est pas en relation avec la situation historique dans laquelle on se trouve. Donc, c'est pour cette raison qu'on vous fait ce procès et qu'on vous accuse de maintenir une mémoire, finalement, qui ne favorise pas l'épanouissement de la personnalité, qui ne favorise pas l'éclaircissement de notre condition, bref, qui a cessé de nous inspirer et qui vient embrumer à la rigueur la conscience collective et qui sert de prétexte, qui sert d'alibi pour justifier un nationalisme qui ne va pas au fond des choses, qui reste strictement culturel et qui refuse le politique, donc qui refuse l'action politique. Donc c'est ce procès-là qui est fait par les révolutionnaires tranquilles et que je résume un peu dans mon bouquin parce que ça me semble essentiel. Oui, vous ne le reniez pas, contrairement à certains qui sont très critiques de cette critique. Vous dites il y avait du vrai là-dedans, c'est-à-dire c'est vrai que cette mémoire, elle était ossifiée. Oui, et la relation de transcendance que proposait le clergé n'était plus justement transcendante. Non, c'était un transcendant d'emprunt d'une certaine manière. Donc, il y a un rejet. Les témoins les plus lucides de l'époque, notamment, je cite Jean Lemoyne, rejetait ce Canada français clérical avec d'excellentes raisons. Donc, c'est bien évident que pour moi, non, jamais je ne renierai cette critique des révolutionnaires tranquilles. Elle me semble très, très pertinente. Et c'est pourquoi je trouve important de la rappeler et de me l'approprier, mais de la faire déboucher sur autre chose. Oui, parce que vous ne reniez pas non plus la transcendance. Exactement. C'est que pour moi, par exemple, je cite Jacques Ferron dans mon bouquin parce que Ferron, je crois, symptomatique de l'état d'esprit de l'époque. C'est-à-dire qu'il y a une vraie colère chez Ferron. Mais le problème chez Ferron, c'est qu'il tend à confondre à associer sa colère contre les curés de l'époque, donc qui étaient aussi des étaignoirs. Bon.
Et donc, il tend à l'associer, à l'amalgamer à la mémoire de l'Amérique française elle-même. Donc, c'est pourquoi Ferron juge à la rigueur plus, prudent et plus sain de faire commencer l'histoire du Québec avec les patriotes. Hein, et voilà une histoire qu'on peut s'approprier, voilà une histoire qui peut nous appartenir, qui n'est pas trop étrangère. Hein. Et moi, je rejette cette position de Ferron. Elle me semble totalement contre-productive. Je comprends pourquoi il l'a fait à l'époque, et peut-être j'aurais été d'accord avec lui à l'époque. Mais moi, je ne suis pas à son époque. Je suis en 2021 et je vois l'impasse, si vous voulez, de cette position. Et donc, c'est pourquoi je la résume et je crois la remettre à sa juste place, non pas pour elle non plus la renier, ou pour la ridiculiser ou la rabaisser, mais pour simplement la remettre à sa juste place, nous permettre finalement d'entrer dans un nouveau cycle. Donc, c'est essentiel de faire un retour comme ça sur le passé et comment la conscience collective a opéré différents retournements. Donc, et pour savoir où est-ce qu'on s'en va exactement. Et moi, je juge qu'aujourd'hui, il est temps d'ouvrir beaucoup plus les vannes et de faire rentrer cette mémoire de l'Amérique française, mais, encore une fois, pour la métaboliser. C'est pas pour s'en servir comme d'un colifichet ou c'est pas pour s'en servir comme d'un symbole identitaire, idéologique à brandir. C'est vraiment, non, c'est de permettre de s'en servir comme d'un tremplin, hein, créateur. Est-ce que c'est ce que vous nommez le luxe de sainteté? Parce que vous mentionnez le moine, je crois que vous empruntez l'expression à le moine directement. Le luxe de sainteté, est-ce que c'est ce dont on parle, c'est-à-dire réintroduire cette transcendance par le luxe de sainteté? C'est que le luxe de sainteté, c'est la formule qui est employée par Jean Lemoine, donc dans son livre Convergence. Il l'utilisait pour décrire la profusion de sainteté aux origines de la colonie. Donc, Marie l'Incarnation, Catherine de Saint-Augustin, Jean de Brébeuf et compagnie, ceux on a déjà appelé les saints martyrs canadiens. Effectivement, c'est une profusion tout à fait étonnante. Donc, il y a cette formule que j'ai trouvée très heureuse de luxe de sainteté. Donc, c'est pourquoi je la reprends dans mon livre. Et ce que je trouvais intéressant dans cette formule, c'était à quel point, parce qu'il y a cette mauvaise perception qu'on... soit, je ne sais pas, peut-être que c'est de la fatigue culturelle, peut-être que c'est de la haine de soi, mais cette mauvaise perception d'une mémoire qui serait pauvre. La nôtre, vous voulez dire? Oui, c'est ça, une mémoire qui serait pauvre au Canada français. Alors, je ne suis pas du tout d'accord, effectivement. Et luxe de sainteté, je trouvais que ça venait... c'était le contraste était saisissant. Au contraire, les débuts de la colonie sont sous le signe de la profusion. Hein, et bien, évidemment, sur le plan matériel, c'était le contraire, mais sur le plan spirituel, c'est extrêmement riche. C'est un luxe de sainteté qui se déploie au début de la Nouvelle-France. C'est le paradoxe de la Nouvelle-France. C'est le paradoxe de la Nouvelle-France. Et Jean Lemoine prophétisait comme ça dans les années 50-60. Il dit, pour l'instant, cette mémoire-là nous est barrée parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'on est trop en colère. C'est que les abus du cléricalisme ont tellement été nombreux. Et moi, je ne suis pas de ceux qui remettent en doute les abus du cléricalisme, pas du tout. Parce qu'il y a toujours une illusion rétrospective, on va être modéré, on va faire la part des choses, donc c'était pas si pire que ça. Non, c'était tragique, les abus ont été terribles. Et moi, là-dessus, je reste collé, si vous voulez, aux témoins les plus exigeants et les plus lucides de l'époque. C'est pas sous prétexte de faire la part des choses que je commençais à amoindrir tourner les coins de cette mémoire. C'est qu'il y a eu quelque chose là qui était vécu en profondeur, c'est la survivance, effectivement, puis une aliénation profonde, c'est-à-dire où des vies entières ont été pulvérisées. Hein. Des gens, c'est terrible. Donc le moine est un de ces témoins, il parle du cléricalisme, il dit... On ne peut pas accéder pour l'instant à cette mémoire de l'Amérique française, mais quand il parle des stigmates du cléricalisme se seront évaporés, dissipés, ou enfin effacés, à ce moment-là, cette mémoire, ce luxe de sainteté va revenir dans la conscience collective, mais sous non pas sous le signe de l'idéologie ou de l'instrumentalisation nationaliste, non, sous le signe simplement de la puissance spirituelle.
L'impulsion vitale. Oui, exactement, sans aucun colifichet, sans aucun masque, sans aucun... Non, simplement pour ce qu'ils étaient, ou pour ce qu'elles étaient elles-mêmes. Donc, il fait cette prophétie, je trouve ça très fort, parce qu'il dit, à mesure que cette mémoire sera canonisée, donc reconnue par l'Église catholique, elle va revenir dans la conscience collective. Effectivement, il y a eu depuis les années 80, Marguerite Bourgeois, Marie de l'Incarnation... Vous reprenez cette idée dans le livre. Exactement. Je m'inscris dans les pas de Lemoine, sauf que moi, c'est ça, là, j'ai la chance de vivre en 2020, donc d'être témoin de chair de ce que prophétisait Lemoine. Et c'est en train d'advenir, effectivement. On a ce luxe de sainteté, cette profusion de sainteté qui est, effectivement, cette canonisation en série qui a lieu et qui était prophétisée par Lemoine. C'est quand même fort dans les années 50. Il dit ça, vous allez voir, ça va arriver. Tous ces grands personnages de la Nouvelle-France vont être canonisés. Et effectivement, il y a une résistance, parce qu'on ne peut pas dire, par exemple, la canonisation de Marie l'Incarnation ou de François de Laval, en 2014, a créé beaucoup de remous au Québec. C'est passé presque totalement inaperçu. Et là, pour moi, là, il y a un symptôme. Il y a un symptôme, c'est quand même un aveu, pour moi, d'une impuissance dans la culture québécoise, enfin, de l'intelligence québécoise, n'arrive pas à métaboliser, pour reprendre encore mon mot fétiche, métaboliser le transcendant dans la culture. Et ça, pour moi, je trouve ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème, parce qu'il n'y a aucune culture qui peut se passer du transcendant. Si vous passez du transcendant, c'est que vous résignez véritablement à la petite vie. À la vie empirique. À la vie empirique, exactement. Donc, au plus petit dénominateur commun. Et ça, naturellement, si vous êtes quelqu'un qui est engagé en profondeur dans la vie de l'esprit, vous ne pouvez pas accepter ça. Si ce refus doit s'exprimer, se manifester chez quelqu'un, c'est bien chez celui qui est totalement engagé dans la vie de l'esprit. Il ne peut pas accepter ça parce que pour lui, c'est un signe de mort. Donc, c'est cette question que je soulève à travers Marie l'Incarnation. Donc, c'est cette question que je pose finalement aux contemporains. Quel genre de vie vous voulez exactement? Est-ce que vous voulez véritablement la petite vie? Fut-elle enjolivée par le confort matériel ou les médicaments ou le tourisme? Est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez? Puis vous utilisez, excusez-moi, je vous coupe. Oui, bien sûr. Vous utilisez le mot transfiguration, justement. Oui. Vous empruntez ce terme à Nicolas Berdyaev, que vous citez d'ailleurs. Est-ce que c'est la pierre angulaire de votre travail, c'est-à-dire transfigurer la figure de Marie de l'Incarnation pour justement nous la rendre intelligible, ce qui est proprement nouveau dans notre histoire et surtout très belle. C'est une belle histoire, c'est un très beau livre surtout que vous nous avez écrit. C'est très, très bien écrit pour le dire ainsi. Merci. Oui, non, transfigurer, moi, j'utilisais tantôt le mot de métaboliser, mais le deuxième mot que je pourrais réclamer, effectivement, c'est celui de transfigurer. Je ne suis pas du tout dans la réconciliation avec l'héritage. Ça, j'insiste là-dessus. Je pense que c'est nécessaire, la réconciliation avec l'héritage, mais ça n'appartient pas à l'univers de l'écrivain. L'écrivain n'est pas là pour se réconcilier avec l'héritage ou accompagner la communauté vers une réconciliation avec son héritage. Ça fait pas du tout, mais pas du tout partie de sa fonction. Moi, ce que je crois, c'est qu'il doit transfigurer l'héritage. Et ça veut dire que cette opération, elle n'est pas du tout schématique, elle n'est pas arithmétique, elle est alchimique. C'est mystérieux. C'est le propre de l'artiste. Oui, c'est à travers le geste créateur qu'a lieu cette métamorphose de la mémoire ou cette métabolisation de la mémoire. Et c'est parce qu'il y a métabolisation et métamorphose de la mémoire qu'on peut espérer travailler à un changement de plateau, si vous voulez, un plateau ontologique, un changement de mode d'existence, donc de passer de la petite vie à la grande vie. Si ça doit passer par quelqu'un, ça doit passer par lui. C'est l'alchimiste de la culture d'une certaine façon. Donc, il n'y a pas le même rôle à jouer ou même l'historien ou à la rigueur l'homme d'État. L'homme d'État est celui qui doit réconcilier, rassembler. Bon. Mais pour moi, l'écrivain doit avoir une autre approche à l'héritage. Il doit transfigurer l'héritage et il doit le faire à travers le geste créateur qui est l'incarnation de la liberté la plus totale, au-delà de toutes les nécessités, au-delà de tous les déterminismes, de toutes les injonctions communautaires, idéologiques, etc. C'est un geste créateur, donc totalement libre. Et c'est par ce geste que peut avoir lieu l'alchimie, si vous voulez, dont je parlais tout à l'heure.
et qui permet, c'est parce que cette alchimie a lieu que la mémoire peut totalement changer, si vous voulez, d'une certaine façon. Donc, ou que Marie de l'Incarnation, par exemple, peut être ressuscitée et d'une façon toute nouvelle, habiter la conscience collective. Entre, je l'espère, c'était ça mon Oui, ben objectif. c'est votre souhait parce que, je vous cite en fait, vous écrivez « Il se pourrait que le 20e siècle fasse de Marie de l'Incarnation une contemporaine et la ressuscite plus proche et vibrante à notre conscience qu'un Proust, Céline ou un Joyce. » Oui. Que voulez-vous dire exactement? Est-ce que Marie de l'Incarnation ou les autres figures mystiques vont devenir nos contemporaines parce que nous avons besoin de cette transcendance? Oui, je crois que l'histoire intellectuelle, artistique, littéraire de l'Occident est arrivée à la fin d'un cycle. Je pense que la modernité, le modernisme aussi, ça fait longtemps que c'est mort. C'est depuis les avant-gardes, la fin des avant-gardes, on est entré dans une sorte de post-modernisme, donc une sorte de circularité, si vous voulez, ou une hyperbole de la modernité, mais l'histoire dynamique de la modernité est quand même derrière nous, grosso modo. Donc on est en attente d'une nouvelle synthèse, et ce qui triomphe pour le moment est un post-moderne que j'appellerais, qui relève du mauvais infini, donc d'une transcendance inversée. Donc d'une religiosité relativement fanatique, on peut le voir notamment dans le mouvement woke. Là, il s'agit désormais d'opposer au mauvais infini qui nous encercle de toutes parts, qui est envahissant, d'opposer un bon infini. Et donc, oui, je crois qu'on est déjà conduit à imaginer une transcendance, mais qui viendrait, encore une fois, métaboliser l'ensemble de l'histoire de la modernité. Donc, loin de rejeter la modernité, il s'agirait de l'incorporer, de séparer le bon grain de l'ivraie. Maintenant que la modernité est terminée, il s'agit de retenir ce qui était vivant dans la modernité, parce que tout n'était pas vivant, il y avait du mort aussi, il y avait du bois mort aussi, donc se débarrasser du bois mort, se débarrasser de la mauvaise mythologie de la modernité et de garder ce qu'il y avait de vivant et de puissant dans la modernité, mais de l'incorporer dans une nouvelle synthèse où effectivement il y aurait une transcendance qui viendrait indexer l'ensemble de cette mémoire qui pour moi est terminée. Là. J'insiste là-dessus, la modernité est vraiment derrière nous. C'est qu'elle est agonique, elle est encore là, parce que vous ne pouvez pas nier qu'on s'imagine toujours vivre à travers elle, mais elle agonise, quoi. Oui, mais on est terriblement en retard. Vous voyez, c'est que, par exemple, les woke et compagnie sont d'une certaine manière, eux, sont alignés sur le sens de l'histoire. C'est que nous, on est en retard si on s'arc-boute sur la mémoire. Moi, j'en suis, l'héritage des Lumières, etc. J'y tiens énormément. Refus de l'obscurantisme, défense de la liberté de l'expression. J'en suis à 100%, mais c'est pas suffisant. Mm-hmm. C'est qu'il va véritablement... la laïcité, etc., j'en suis aussi. Mais véritablement, il faudra penser à une transcendance, parce que ça sera pas suffisant. Un supplément d'âme. Exactement, un supplément d'âme. Donc, non pas d'abolir la raison, naturellement, je ne suis pas fou, mais de l'articuler, de la mettre en relation à un transcendant, donc à une verticalité. Parce que sans cette indexation, sans cette articulation de la raison elle-même devient folle. C'est ça que l'histoire de la modernité nous apprend. C'est que la raison, abandonnée à elle-même, d'une certaine façon, s'engage dans la folie. Elle réifie l'être humain, elle le déshumanise, elle l'instrumentalise, elle le chosifie, elle l'asservit, elle défigure l'ensemble de l'existence. Donc pour moi, pour faire jouer à la raison son juste rôle, son rôle fécond dans la culture, il va falloir effectivement la mettre en relation avec un transcendant. Et de quelle nature sera ce transcendant? Voilà, c'est toute la question. Je pense que ça ne sera pas exactement le même transcendant que jadis. C'est nécessairement dynamique, ce genre de processus à l'intérieur de l'histoire, de la culture. C'est très mystérieux aussi. Vous voyez, par exemple, moi, comment je suis entré dans Marie l'Incarnation? Ah oui, je voulais en venir justement. Alors voilà, on fait comme si vous m'aviez posé la question, alors je vous réponds. Donc, comment je suis entré dans Marie l'Incarnation? Je suis entré par les Russes. C'est très mystérieux. Je suis entré dans Marie l'Incarnation parce que je disais Nicolas Berdyaev, Serge Bulgakov, Paul Evdokimov, théologien tout à fait extraordinaire, des théologiens orthodoxes, Olivier Clément, passeur extraordinaire aussi du christianisme orthodoxe en France. Donc, vraiment des grands esprits, des grands spirituels, et qui m'ont ouvert l'âme,
Donc, c'est grâce à eux, c'est grâce à cet élargissement spirituel que j'ai pu commencer à prétendre à entrer dans l'univers de Marie d'Incarnation. Parce que eux, la pierre angulaire de leur travail, c'est cette articulation entre le matériel et le surnaturel? Ah oui, mais eux, c'est véritablement premièrement, ils sont des êtres qui sont, ils sont en possession d'une grande tradition. C'est des très grandes mémoires ou c'est des très grandes traditions. Mais en même temps, il y a des esprits prophétiques aussi chez eux. C'est-à-dire, c'est des grands visionnaires. Quand vous lisez, je ne sais pas, moi, La Révolte de l'Esprit de Olivier Clément, c'était publié il y a une trentaine d'années. Et puis, c'est ça, on ne peut pas avoir plus précis, plus lucide sur la crise de la culture contemporaine, la crise de la modernité, mais à travers l'œil du transcendant. C'est qu'en passant par le transcendant, ça nous permet de voir plus en profondeur que si on se contente de la sociologie, que si on se contente des différentes grilles de lecture de la rationalité moderne. Si on passe par le transcendant, c'est patent, quoi, à quel point les angles morts, à quel point les problèmes se révèlent sous une autre dimension. Je pense que c'est ça, c'est que le transcendant ajoute une dimension qui manque dans la rationalité instrumentale des modernes, qui se place sous le signe du quantitatif. Hein? Donc, si vous vous êtes dans le règne du quantitatif, c'est qu'à la rigueur, la vérité, c'est l'exclusivité des scientifiques, des techniciens, des hommes en sarrau. De ceux qui ont un microscope, de ceux qui ont une calculatrice, c'est eux qui auraient le monopole du réel. Or, l'expérience mystique, mais aussi l'expérience poétique nous dit exactement le contraire. C'est que la vérité ne se réduit pas au quantitatif. C'est que le quantitatif a un rôle, encore une fois, mais c'est un rôle secondaire. Et la perversion de la modernité est d'avoir placé la fonction secondaire dans la fonction première. Le matérialisme a triomphé. C'est une perversion parce qu'il y a un rôle, la fonction empirique. Moi, j'y tiens. Mais ça ne peut pas venir en premier. Vous comprenez? Donc c'est ça qui fait en sorte que les modernes deviennent fous, d'une certaine façon. C'est qu'ils confondent des fonctions. Ils tendent à transformer en idolâtrie ce qui doit venir en deuxième ou en troisième. Et la vérité, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est que les chercheurs de vérité, c'est pour ça que je passe par les mystiques aussi, en même temps pour replacer celui que j'appelle le poète, c'est-à-dire pour moi qui est l'homme inspiré. Hein. Le poète, ça peut être le romancier inspiré, ça peut être le philosophe inspiré. C'est celui qui est dans un état d'inspiration. Donc, il dit être dans un état d'inspiration et quelqu'un habité par une présence autre. Bon, cette présence autre, appelez-la comme vous voulez, transcendante, je ne sais pas, des muses, enfin, mais ça vient d'en haut. Ça vient du ciel, d'une certaine façon. Donc, c'est une façon pour moi, à travers Marie d'Incarnation, la figure du mystique aussi, de développer une éthique, une vision de l'écrivain ou le rôle du poète dans la cité. Parce que le rôle dans la cité d'aujourd'hui, qui est dévolu au poète ou à l'homme de la littérature, l'écrivain, ne me satisfait pas du tout. C'est un rôle totalement asservissant. Et je pense que l'écrivain doit apprendre à se reposer, en fait, de se situer comme... de réclamer son origine, première, son origine royale, d'une certaine façon. C'est l'homme inspiré par excellence. C'est qu'il peut prétendre, comme n'importe quel technicien, en fait encore beaucoup mieux que n'importe quel technicien, à la recherche de la vérité. Et ça, pour moi, c'est très important que les écrivains recommencent à avoir leur propre démarche comme une recherche de la vérité, recherche du vrai, du bon et du beau, et du juste. Donc, ils doivent prendre sur leurs épaules cette grande recherche philosophique par excellence et ne plus accepter ce rôle d'amuseur auquel on voudrait les confiner. Et c'est tout le sens du procès que je fais, en fait, la critique que j'adresse à ce déplacement de sens qui est rattaché au mot de fiction. On tend à assujettir la littérature à la fiction par-ci, fiction par-là. J'attendais. Premièrement, c'est fondamentalement faux. Je viens vous parler de Marie d'Incarnation. Marie d'Incarnation n'a jamais écrit de fiction, pourtant c'est un immense écrivain. Donc déjà, en partant, il y a là une contradiction insoluble. C'est vraiment avoir une mauvaise connaissance de la tradition littéraire que de voir les choses ainsi, premièrement. Et deuxièmement, c'est de ne pas voir la perversité de ce déplacement de sens. Les écrivains ne sont pas toujours au fait de ce qui leur arrive et ce à quoi ils participent? Exactement, sont des naïfs. Ils ne sont pas très politiques, ils ne voient pas les choses.
Et ça, pour moi, c'est quelque chose que j'ai remarqué assez tôt. Est-ce qu'ils se contentent de leur reconnaissance en abandonnant d'une certaine manière leur quête existentielle? Oh oui, il y a beaucoup de vaniteux, il y a beaucoup de gens qui sont complètement dépendants de la reconnaissance. N'importe quelle reconnaissance, un bout de carton fait leur affaire. Ils sont rendus à 45 ans, 50 ans, ils ont leur bout de carton, ils sont extatiques, c'est pitoyable. Donc, il y a beaucoup de misère chez les littéraires, ça je l'ai fait assez tôt. Puis ils n'ont pas une vision politique ou sans profondeur de leur propre rôle dans la cité. Quel est le rôle que la cité est en train de leur assigner, là? Et ça, ils doivent examiner le langage qui est employé pour comprendre ce qui est en train d'avoir lieu. C'est à quoi ils participent. Vous nous donnez des exemples? Ben voilà, la fiction, pour moi, c'est ça. L'omniprésence du mot fiction pour qualifier la littérature, c'est vraiment un signe que l'écrivain, c'est ça, est réduit. En fait, on le dépossède de son rôle de chercheur de vérité. C'est qu'il doit être un technicien de la fiction, doit être quelqu'un qui fabrique un univers parallèle, cohérent, si vous voulez. Mais à travers cette transaction, c'est qu'on confine un rôle de spécialiste, si vous voulez, du divertissement. Oui, exactement. Alors que, fondamentalement, ça reste un chercheur de vérité. Naturellement, sa recherche de vérité prend toutes sortes de formes. C'est ça, un écrivain, il cherche la vérité à travers le monde des formes. Mais le monde des formes, vous savez, ça peut être le roman, ça peut être des lettres, ça peut être des mémoires comme Saint-Simon, ça peut être n'importe comment. Le verbe prend différentes formes. L'écrivain, l'artiste en général, recherche la vérité à travers le monde des formes, et le monde des formes est fondamentalement vivant. Donc, il mute constamment. On ne peut pas le figer dans une notion comme celle de fiction, puis avoir l'impression d'avoir tout dit, là. Donc ça c'est une grande critique que j'adresse aux écrivains, de ne pas être conscient de ce qui est en train d'avoir lieu à travers ça, là. C'est comme s'ils avaient renoncé à défendre la valeur littéraire au cœur de la cité et de se contenter de de ce petit carré de sable qu'on leur a donné. Et ça, je trouve ça d'une tristesse absolue. Ils doivent réclamer au contraire le rôle qui devrait leur revenir, le rôle du poète qui remonte à la Grèce antique, qui est le rôle du grand inspiré, la première place, hein, avec le roi à la rigueur dans la cité, c'est le poète. Ils doivent reprendre, si vous voulez, cette grande mission, ce grand rôle qui leur était dévolu dans la cité. C'est leur dignité, c'est leur grandeur aussi. Et comment Marie de l'Incarnation vous permet de sortir de ce carré de sable? Sa vie, son œuvre, ses belles et grandes pages? Ben, c'est la grandeur incarnée, hein, dans la mesure où, comment dire, c'est... en même temps, il y a une grande... Il n'y a jamais d'exhibitionnisme. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est des lettres qu'elle écrit comme ça tout au long de sa vie sans penser que ça serait publié. C'est que... Puis ça, c'est vrai des mystiques, puis c'est vrai des grands artistes aussi, c'est que tout est cohérent dans leur vie. Donc, quand vous penchez sur leur vie, les écrits qu'ils ont laissés, il y a toujours une grande cohérence, il y a toujours un grand dynamisme. La vie et l'œuvre sont totalement imbriquées. Il n'y a pas de dissociation en tant que telle. C'est qu'ils sont toujours habités par une immense cohérence, mais qu'on peut percevoir a posteriori, parce que pendant leur vie même, on a le nez collé, si vous voulez, sur la vie, on ne peut pas comprendre. Donc, mais à chaque œuvre qu'ils laissent, c'est toujours une couche de plus qui révèle sur leur univers intérieur. Eux-mêmes apprivoisent peu à peu leur univers intérieur à mesure qu'ils avancent dans leur œuvre. Mais c'est sur toute la vie, hein. Donc c'est quelque chose de très, très incarné, c'est un cosmos. Et ce cosmos se déploie, évidemment, chez Marie de l'Incarnation, c'est ça qui m'a frappé, c'est cette immense cohérence qui se déploie tout au fil des décennies, hein, parce que sa correspondance complète couvre tout son séjour en Nouvelle-France, et même un peu avant. C'est-à-dire de 39 à 72, bien sûr? Ben, les lettres commencent avant quand même, parce qu'elle échange des lettres avec, par exemple, les jésuites qui sont dans les pays d'en haut, donc Charles Garnier et compagnie. C'était avant qu'elle parte pour la Nouvelle-France, donc autour de... Quand elle s'est engagée avec les Ursulines. Donc, je pense à peu près à partir de ce moment-là. Moi, dans mon édition à moi, dans l'édition de l'Abbaye de Solesmes, d'après ce que je peux me souvenir, oui, ça commence à peu près dans ces années-là. 1600, je précise, 1639 environ. Ben, c'est ça, les premières lettres, par exemple, les lettres qu'elle échange avec les jésuites, bon, j'imagine ça doit être autour de 1635-36. Bon, voilà, ça commence à peu près dans ces années-là, là, dans mon édition à moi, en tout cas. Et puis ensuite, ce sont les lettres de la Nouvelle-France en tant que telles. Et les lettres de la Nouvelle-France, naturellement, elles ont un intérêt, bien sûr, littéraire, théologique, parce qu'il y a eu des grands témoignages, des témoignages de grande qualité aussi,
ses visions mystiques, etc. On peut suivre sa grande démarche mystique, mais aussi un intérêt historique parce qu'elle va aussi inclure des extraits des relations des jésuites dans ses propres lettres. Enfin, donc c'est une correspondance voilà, qui a plusieurs facettes. Mais qui est très, très touffue. Donc, c'est vraiment une lecture marathonienne. Donc, on se lance là-dedans, il faut prévoir quelques mois. Mais on en ressort transformé. En tout cas, moi, j'en suis ressorti transformé. Mais je dois dire, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'il faut quand même une préparation. On ne se lance pas là-dedans n'importe comment. C'est pas comme quelqu'un qui dit « j'ai une suggestion de lecture à vous faire, c'est super bon, un thriller, c'est très très prenant, vous allez voir. » Une bonne fiction. Une bonne fiction, c'est ça? Non, c'est pas ça. C'est que, en fait, moi je crois que ce genre de lecture-là, ça vient à un moment donné dans notre vie, comme ça, puis on est prêt, puis on la fait. Mais c'est pas une lecture comme ça, je vous dis, lisez ça, vous allez trouver ça extraordinaire. C'est pas aussi simple. C'est que chaque personne décide quand est-ce que le temps est venu, finalement, de faire ce genre de lecture. Mais on n'est pas toujours rendu là au même moment. Et puis vous, c'est arrivé comment dans votre démarche d'écrivain, votre vie d'artiste? Ben moi, c'est arrivé, c'est ça, c'est par la découverte des grands théologiens orthodoxes. Parce que là, il y a comme tout à coup, le transcendant s'est réinvité dans ma vie par les grands théologiens orthodoxes qui m'ont beaucoup, beaucoup impressionné. La lecture de Berdyaev m'a complètement transformé. Et c'est ça, ensuite, c'est ça qui m'a préparé à Marie de l'Incarnation. Donc, quand je suis tombé sur l'édition de la correspondance par hasard... Okay, c'est ça, c'est un hasard. C'est un hasard. En même temps, il n'y a jamais de hasard en mesure où, quand on est prêt pour quelque chose, à un moment donné, on repère la chose qu'on désire aussi. Hein. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il n'y a pas de hasard. C'est que notre désir aussi nous permet de voir les livres sur les tablettes aussi qu'on a envie de lire. Et là, j'étais prêt pour lire Marie l'Incarnation et je l'ai vu comme ça par hasard. Splendide édition de la correspondance de l'Abbaye de Solesmes. Il n'y a aucun éditeur, je le dis en tout respect, hein, pour les excellents éditeurs avec qui j'ai déjà eu le plaisir de travailler, il n'y a aucun éditeur laïque qui peut accoter le travail des moines, hein, parce que c'était fait à l'Abbaye de Solesmes. Le travail éditorial est, irréel, hein, tellement que c'est d'une précision, d'une force, enfin, c'est formidable le travail qui a été fait là, dans le travail d'édition de la correspondance par les moines de Solesmes. Donc, je me suis lancé là-dedans et je me suis régalé aussi de tout ce travail. Hein, c'est-à-dire, j'ai adoré les notes aussi, dans les notes de la correspondance, parce qu'il y a plein de détails, ça fourmille de détails aussi sur l'histoire de la Nouvelle-France. Ils ont tout lu. Hein, ils ont tout lu. Ils ont annoté la correspondance. Oui, voilà, c'est ça. C'est un travail vraiment très, très impressionnant. Très impressionnant. C'est des gens qui sont en possession de tous les livres qui ont paru sur l'histoire de la Nouvelle-France. Donc, moi, je prévois faire un voyage en France bientôt. Et l'abbaye de Solesmes, oui, fait partie de mon itinéraire. J'aimerais bien aller là-bas parce que ils ont tout lu. Il y a un lien à tisser avec l'abbaye? Pardon? Avec l'abbaye, il y a un lien à tisser? Oui, en fait, je serais très curieux de les rencontrer. Moi, vous savez, pour ce voyage-là en France, j'aimerais aller sur les traces de Champlain, de Marie l'Incarnation, dans le coin de la Flèche aussi, et aussi dans en fait, il y a comme un triangle là, comme ça, là, entre Tours, la Flèche, Solesmes. En fait, il y a comme un cercle là, en France comme ça là, que j'ai repéré. Là, il y a une région en France qui concentre quand même plusieurs lieux importants. La Nouvelle-France. Donc, j'aimerais aller là-bas. Simplement, vous savez, des fois, simplement se laisser pénétrer par l'esprit des dieux, ça peut être inspirant aussi. Oui, j'ai très hâte. Mais oui, je serais ravi de pouvoir rencontrer les moines de Solesmes. Puis, vous l'avez mentionné au début de l'entretien, puis vous y consacrez un chapitre complet. Vous dites Marie de l'Incarnation, c'est une amoureuse. Ce que vous avez trouvé de distillé dans cette correspondance-là, c'est l'amour éternel. Qu'est-ce que vous voulez dire par l'amour? L'amour christique, l'amour... Oui, c'est l'amour du Cantique des Cantiques. C'est un amour qui passe par la transfiguration de la chair. Donc, c'est ça qui déroute les modernes, parce que pour eux, ils ne peuvent pas s'imaginer de se défaire de l'enveloppe charnelle, ou enfin, ils tendent à être exagérément attachés. Alors, c'est un amour complètement désintéressé, au fond. Oui, voilà, c'est ça, c'est une désappropriation totale de soi. C'est que le chemin de la perfection s'accompagne d'une désappropriation. C'est qu'on doit renoncer à ce monde. Hein. C'est que je pense que c'est dans l'Évangile selon, je me souviens plus si c'est selon Saint Jean, je ne sais pas, mais enfin, il y a un passage de l'Évangile
pour qu'il croie, c'est-à-dire qu'il, c'est le Christ, pour qu'il croie, donc au sens de croître, là, croissance, pour qu'il croie, je dois diminuer. C'est-à-dire que l'être humain doit se défaire de toute vanité, de tout orgueil, de toute susceptibilité, de toute arrogance. Il doit se défaire de toute ce nœud à péché et pour se rapprocher pour glorifier le Christ et donc pour s'en rapprocher aussi, pour l'aimer. Et donc oui, il y a un renoncement au monde pour épouser l'éternité. On doit passer par un renoncement au monde. Et pour moi, là, c'est ça que je déplore, c'est-à-dire c'est le refus de la conscience moderne de comprendre ce renoncement au monde autrement que sous un angle morbide. Hein, vous renoncez au monde, ah bon, c'est ça, alors vous êtes morbide, vous allez vous flageller dans un coin, et puis vous refusez la vie, etc. Ça, pour moi, ça, c'est la bêtise. Ça, c'est la bêtise de l'homme moderne qui n'est pas conscient de son ignorance, qui n'est pas conscient qui manque d'humilité là, devant ce qu'il dépasse et qui tend à condamner unilatéralement un mystère. Hein? Donc c'est une invitation aussi à considérer le transcendant autrement. Et je pense une condition de renouvellement de la culture en profondeur, c'est de commencer d'accepter qu'il y a quelque chose qui nous dépasse, qu'il y a un mystère. Parce que c'est, comme je dis dans mon livre, c'est de deux choses l'une. Hein, c'est soit il y a une transcendance, un Dieu quelconque, et donc il y a un mystère, et donc il y a un sanctuaire. On ne peut pas faire n'importe quoi, donc ça veut dire qu'il y a des limites, et on doit s'arrêter à un moment donné quelque part dans nos jugements pour accepter d'accueillir le mystère en soi. Soit c'est ça, soit il n'y a pas de Dieu, puisque tout est permis, hein, c'est ce que disait Dostoïevski. Dans les frères Karamazov. Voilà, il n'y a pas de Dieu, tout est permis. Mm-hmm. Et on peut profaner tout, là. Puis on peut profaner, à commencer par ceux qui se présentent sous le signe du mystère, on le profane. C'est un peu ce que font les déconstructeurs, d'une certaine façon. L'université qui profane. Oui. Puis vous lancez quelques flèches à l'université dans votre livre. Et bien sûr, parce que pour moi, l'université incarne incarne cette intelligentsia qui s'est laissée enivrer par son prestige clérical et qui, par conséquent, est en train de perdre sa légitimité. C'est le clergé d'aujourd'hui? Oui, puis ils ne savent pas, mais c'est en train d'avoir lieu, ils sont en train de perdre leur légitimité. Donc, ils conservent leur pouvoir, mais ils sont en train de perdre leur légitimité, pardon. Et ça, c'est très grave. Le clergé catholique au Canada français l'a connu, ça. Et à un moment donné, il avait préservé son pouvoir, mais il avait perdu sa légitimité, puis à un moment donné, ça s'est effondré, forcément. Vous ne pouvez pas vivre sans la légitimité, donc il faut faire très attention. Et là, je les trouve très arrogantes. Et c'est très dangereux. C'est très dangereux. Et je pense que c'est rattaché, en effet, c'est ça, ça se réduit pas à ce qu'on vit en ce moment avec les woke et compagnie. Je pense que c'est plus complexe. C'est plus profond. C'est plus profond. Ça remonte à cette attitude vis-à-vis le savoir, où le savoir devient un objet. Donc on peut faire n'importe quoi avec pour prouver sa thèse, grosso modo. Donc il y avait une volonté de puissance qui s'est commencé de se manifester, notamment avec les déconstructeurs, où les grands auteurs, les grands artistes devenaient des prétextes pour avancer des thèses, au fond. Hein? Et ça, là, il y a une profanation, là, parce que la première règle, si vous voulez, c'est quand même de respecter l'intégrité de la voix de l'autre. Donc, si vous ouvrez un livre, ça c'est vrai non seulement des grandes figures du passé, mais des écrivains qu'on peut lire aujourd'hui, si vous ouvrez un livre, puis vous commencez déjà à ricaner, puis vous êtes déjà animé d'une volonté d'exercer une puissance sur le texte, pour le faire entrer dans des catégories, soit des catégories qui peuvent être dites positives ou négatives, positives au sens où vous voulez prouver votre thèse, ou négatives parce que vous voulez le détruire, vous voulez en faire un repoussoir, quelque chose de ridicule, etc. Dès ce moment, il y a une faute métaphysique fondamentale, et qui transforme le contemporain en une sorte de monstre. Et qui ne se voit plus aller, parce que tout le système fonctionne comme ça, fonctionne sur une sorte d'anthropophagie du savoir, cannibalisme du savoir. Il s'agit de dévorer la culture, où la culture devient un objet dont on peut faire à peu près n'importe quoi, hein, pour élaborer des nouveaux savoirs, des méta-savoirs. Hein, bon. Alors évidemment, c'est une spirale qui ne peut conduire qu'à la folie. Hein. Et je pense qu'on est un peu au milieu de cette folie aujourd'hui. On est un peu témoin de cette université qui est comme... Qui ne se voit plus aller d'une certaine façon. Donc oui, c'est sûr que je lance en fait des flèches, c'est que j'essaie de conduire parce qu'il y a des gens de qualité là-dedans, il y a des gens qui sont extrêmement intelligents, et tout, de
tenter de les conscientiser un peu par rapport à cette situation et puis en fait, les amener, en fait, si ça les intéresse, à emprunter des chemins de traverse, puis de s'éloigner aussi de cette institution pour redécouvrir ce qui faisait au départ leur enthousiasme pour la culture, parce que ces gens-là, ça a commencé comme ça, par un enthousiasme. Ils ont découvert des grands auteurs, etc. Ils ont été habités par une lumière. Ensuite, sont devenus un peu des professionnels malgré eux. Mais de retourner aux sources, finalement, hein, de ce qui faisait leur propre enthousiasme. Et c'est depuis cet enthousiasme, moi, que je les invite à conduire à reprendre une conversation d'une certaine façon. Mais pour ça, il faut d'abord qu'ils renoncent à cette volonté de puissance cléricale. Donc, ils renoncent à l'orgueil, ce que j'appelle l'orgueil clérical, qui est très, très présent, je trouve. Mais est-ce que ce renoncement peut se faire à l'intérieur de l'institution? Je pense chez les esprits de qualité, ça, je pense qu'eux-mêmes doivent avoir une certaine distance par rapport à l'université. Si vous parlez à des professeurs d'université très intéressants, très cultivés, qui n'auraient pas de distance par rapport à l'université, non, justement, s'ils sont des esprits de qualité, c'est sûr qu'ils ont une distance ou une ironie par rapport à ce que devient l'université. Donc, c'est un peu à ces gens-là que finalement que je m'adresse dans une sorte de geste fraternel, parce que j'ai pas la prétention de convertir des gens qui sont, eux, s'enivrent totalement de ce qui est devenu l'université, que ça fait leur affaire. Je pense pas que ces gens-là pourraient changer d'avis, quoi qu'on espère toujours que dans le groupe, il y en ait un. Parce que ça m'est déjà arrivé. Avec Voir le monde avec un chapeau, j'ai reçu une lettre qui m'avait beaucoup impressionné d'un lecteur et qui m'avait expliqué qui me suivait depuis quelques années, tout ça, et puis, mais qui m'avait totalement en aversion et tout. Donc, il y avait une vive hostilité à mon égard. Donc, il avait acheté le livre pour me planter, fondamentalement. Il voulait, bon. Et là, donc, commence à lire le livre, et là, il se rend compte, non, il dit, c'est vraiment, il y a quelque chose là, c'est un vrai livre, c'est une vraie œuvre. Donc là, il y a comme, si vous voulez, une conversion qui a lieu. C'est-à-dire, et là, il m'écrit, il témoigne de ça, de cette conversion. Ça m'a vivement impressionné. Et c'était d'autant plus impressionnant qu'on sentait que la vieille haine était encore là. Il y avait encore des nuages, si vous voulez, mais que c'était en train de disparaître. Mais là, il témoignait de ça, de cette rencontre avec Voir le monde un chapeau. Donc oui, c'est dans ce sens-là, c'est un converti dans la mesure où il est passé d'un état totalement opposé à un autre, et à la suite d'une rencontre. Et ça, à partir de ce moment-là, je suis justifié. Et ça, c'est encore plus impressionnant que simplement quelqu'un qui est... je suis très heureux aussi quand il y a des lecteurs enthousiastes qui témoignent de leur enthousiasme. Mais ça, c'est impressionnant, parce que ça, il y a une espérance. Une espérance, ça veut dire qu'on n'est pas condamné à évoluer dans un cercle clos. C'est qu'il y a une possibilité de conversion, donc. Très impressionné par ce courriel. Ça m'avait habité pendant 2 semaines. Ouais. Ah ouais. Puis pour revenir à Marie de l'Incarnation, bon, elle vous fournit une métaphysique, dites-vous. Puis plus encore, elle fournit, dis-je, la métaphysique du Québec même. Hein? Oui, bien sûr. Dans la phrase « un pays flottant et incertain », vous dites « telle est la pierre d'angle de l'histoire du Québec, il faudrait se l'approprier ». Oui, elle dit « le pays incertain ». Vous imaginez, Ferron l'utilisait dans les années 60, et elle, 3 siècles, mais à peu près 250 ans avant, utilise la même formule. Elle utilise la formule « pays incertain », vous imaginez. Donc, une permanence, là, la condition historique. Il y a une métaphysique, forcément. C'est que je pense que là, il faut respecter les virtualités et l'intégrité de notre histoire. Ça donne rien de s'imaginer, de regretter, pourquoi je ne suis pas états-unien, pourquoi je ne suis pas français, pourquoi je ne suis pas anglais. Non, ça ne donne rien de faire ça. C'est que vous devez vous pencher sur votre histoire et respecter les virtualités et commencer à créer à partir de... C'est à cette condition-là que la création peut avoir, que le geste créateur peut avoir lieu. C'est parce que vous respectez les virtualités et l'intégrité de votre parcours historique. Le reniement ne sert à rien. Non, c'est parce que c'est tellement futile. À quoi c'est? Il y a un gaspillage d'énergie que je ne comprends absolument pas. Écoutez, ça donne rien non plus de ricaner devant la Révolution tranquille en disant « une Révolution tranquille juste au Québec, que c'est possible ». Mais attendez, si vous regardez l'histoire du Québec, Canada français, la Nouvelle-France, c'est en parfaite ligne avec cette métaphysique particulière, ce rapport au monde particulier. Il n'y a rien de ridicule. Au contraire, c'est parfaitement admirable. Voilà un peuple qui a
retourner les institutions britanniques à son avantage à partir à peu près après la conquête, hein, donc je sais pas, autour de 1792, qui était à quelques dizaines de milliers hein, sur les rives du Saint-Laurent, donc utilise les institutions à son avantage, petit morceau par petit morceau, fabrique, construit une démocratie, émerge au XXe siècle avec la Révolution tranquille, reprendre le contrôle de son économie, commence à s'affirmer politiquement. Qu'est-ce qu'il y a de méprisable là-dedans? Moi, je trouve ça admirable. Je ricane pas devant la Révolution tranquille. Que vous aurez voulu quoi? Qu'il y ait des têtes sur des pics pour que ça soit une vraie révolution selon les manuels d'histoire ou votre imaginaire romantique? Non. Selon les virtualités de la condition collective, c'était au contraire, non, c'est parfaitement logique, c'est parfaitement explicable et tout à fait admirable. Il y a quelque chose là d'estimable qui a eu lieu. Vous parlez même de capitale maturité de la Révolution tranquille. Oui, parce que vous voyez, c'est que la libération, finalement, n'a pas eu lieu dès l'origine de notre histoire avec la tabula rasa ou avec le grand acte fondateur révolutionnaire. Vous voyez, donc avec le siècle des révolutions. Hein, à l'époque de la Révolution américaine, la Révolution française, on ne s'est pas du tout inscrit là-dedans. Donc, on a fonctionné autrement, sur le mode de l'accumulation, de morceau par morceau. On a construit notre cité morceau par morceau. Et donc, à la rigueur, chez nous, finalement, la liberté viendra à la fin. Non pas au début de notre histoire, mais à la fin, d'une certaine façon. Si on suit, encore une fois, on respecte les virtualités de la condition collective, c'est que logiquement, quand l'histoire serait finie, finalement, les Québécois, finalement, deviendraient libres, d'une certaine façon. Ce sera à la fin que ça aurait lieu, non pas au début. Pourquoi pas, à la rigueur? C'est ça le sens de notre histoire, c'est découvrir le sens de la liberté, plutôt tard dans notre histoire. Pourquoi pas, si c'est ça notre histoire? Donc, il y a un capital de maturité je pense, dont nous bénéficions. En tout cas, moi, personnellement, je me sens héritier de ce capital de maturité, parce que quand je lis Ferron, je lis Miron et compagnie, j'aurais pas aimé vivre à leur époque. Je suis désolé. Là. Ils sortaient d'une espèce de traumatisme de la survivance. Puis quand on lit la correspondance de Miron, là, c'est une vie misérable. C'est épouvantable. J'aurais pas du tout aimé. Crise cardiaque à 29 ans. Ah non, c'est épouvantable. C'est un homme, c'est un martyr, Miron. Hein. C'est un martyr de la condition collective. C'est pour ça que j'ai une immense admiration pour Miron. C'est un homme qui est allé au fond des ténèbres. Vous parlez même du Grand Gaston dans votre livre. Le Grand Gaston, absolument. Pour moi, le Grand Gaston, je le mets à la rigueur, il remplit une fonction similaire à la Grande Marie, mais pour le Québec et non pas pour la Nouvelle-France. Donc, mais oui, donc aujourd'hui, avec le recul, là, moi, je trouve personnellement, enfin, qu'on bénéficie d'un capital de maturité. Par rapport à la mémoire du cléricalisme, je me sens pas du tout aliéné, par exemple. Je suis libre d'aborder le transcendant sans les lunettes là, de la revendication, là, qui était peut-être celle aussi de Ferron et compagnie. Il n'y a aucune colère là, qui est rattachée au Canada français clérical ou quoi que ce soit. Donc, je suis libre d'aborder le transcendant autrement, en toute liberté. Et puis, je ne suis pas dans l'état de pauvreté culturelle absolue dont est sorti, par exemple, un Miron. Hein, dans les années 50, 60, c'est terrible. Hein. Miron, les complexes qu'il avait, aussitôt qu'il se mettait à écrire. Est-ce que j'ai le droit d'écrire? Je suis un Canadien français. Est-ce que j'ai le droit de publier? Est-ce que j'ai le droit d'être un écrivain? Combien de fois a-t-il passé proche d'abandonner la carrière de poète? Oui, voilà. Donc, c'est des complexes comme ça qui étaient explicables, mais qui étaient forcément consubstantiels à un état de pauvreté culturelle. Pour moi, ces complexes-là, aujourd'hui, n'ont plus de sens. C'est pour ça que quand je vois des intellectuels québécois aujourd'hui, sont là, ils me regardent et disent « Mais oui, mais vous citez Proust, vous citez La Rochefoucauld, autrement dit, comment osez-vous? Pour qui vous prenez-vous? » Donc, ils poursuivent ce procès-là qui était fait, en fait, que les Québécois eux-mêmes s'intentaient à eux-mêmes, comme si un Québécois n'avait pas le droit simplement de convoquer des grands noms comme ça, que la grande vie ne faisait pas partie de ses virtualités. Il n'avait pas le droit de faire ça. Il n'avait pas le droit d'être dans la grandeur, il n'avait pas le droit de côtoyer comme ça, sans s'excuser, des grandes figures, simplement entrer en relation avec elles. Non, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de citer Proust, pas le droit de citer les grands écrivains, c'est ridicule. Mais ça, cette inhibition absurde, à mon sens, n'a plus lieu d'être.
Nous avons hérité de ce capital de maturité de la Révolution tranquille. On a pu à se comporter comme un Canadien français complexé. Là. Vous avez vu le savoir, commencer à s'excuser de citer Proust ou de La Rochefoucauld et compagnie, de ricaner comme un enfant là, qui entend des mots biologiques dans le cours d'éducation sexuelle. Donc, ça n'a plus lieu, là. Donc, moi, je ne me reconnais pas du tout dans cet univers, pour moi, qui est totalement périmé, un univers paroissial, étouffant, vraiment dans lequel je ne me reconnais pas. Pour moi, je suis vraiment rendu ailleurs de ce point de vue. Je trouve que le capital de maturité dont on a hérité maintenant doit servir, doit être dépensé dans une nouvelle synthèse. Et c'est cette dépense-là que j'essaie de faire, notamment à travers mon petit livre sur Marie-l'Incarnation, mais aussi pour les livres qui vont suivre. Oui, bien, ce sera ma dernière question d'ailleurs. Avec Voir le monde avec un chapeau, on a connu Carl Bergeron, le dandy ou l'artiste qui regarde la société de l'extérieur. Ce livre, La Grande Marie ou Le luxe de sainteté, vous me dites si j'ai tort, mais c'est un livre très énergique, un appel groulxien à la jeunesse. C'est-à-dire que vous appelez un renouveau de la culture et une dissidence de la jeunesse pour briser cette espèce de carcan immature de la culture. Est-ce que je me trompe? Non, mais votre interprétation vaut la mienne. C'est que chaque lecteur est amené à interpréter à sa façon aussi cet appel, parce que c'est effectivement un appel. Bon, maintenant, j'ai rien je suis pas là pour mener des troupes, je suis pas là pour... non, mais je suis là pour lancer un appel, effectivement, parce que moi-même, j'ai été appelé d'une certaine façon, hein, dans ma vocation, donc j'appelle à mon tour. Ensuite, c'est pas pour c'est pas pour enrôler les gens, c'est pas quoi que ce soit de ce genre, c'est pour s'engager dans le combat de l'esprit. Alors évidemment, ensuite, le combat de l'esprit se manifeste de façon différente selon chaque personne. Mais de s'engager résolument dans ce combat de l'esprit, oui, c'est ça qui fait la valeur de l'existence. Et c'est cet appel, oui, que je lance à la jeunesse, parce que d'une certaine façon, sont confrontés un peu à ce qu'était confronté Miron et compagnie à l'époque des années 50, devant une intelligentsia décevante, cléricale, qui est enfermé dans ses petits privilèges, qui ne s'intéresse plus finalement en profondeur à la vie créatrice de l'esprit. Donc, ils sont un peu dans cette situation-là. Donc, aujourd'hui, ils vont être appelés, comme Miron et compagnie, à élaborer en marge de l'institution des sources de vitalité, aussi des occasions aussi de fédérer, de créer des communautés, des solidarités. Mais ça va se passer en dehors de l'institution. Comme leurs ancêtres, finalement. Donc, je les amène à de s'inspirer de leurs prédécesseurs parce que je pense qu'on est confronté à une situation très similaire aujourd'hui. Alors, Carl Bergeron, ce fut un immense plaisir de vous recevoir à la Recherche du Québec. Je me permets de conclure en vous disant, puis sans flatterie, que c'est La Grande Marie ou Le luxe de sainteté, c'est un des très, très beaux livres, sinon un des plus grands livres que j'ai eu la chance de lire, et j'invite évidemment les auditeurs à se le procurer. Ça s'appelle La Grande Marie ou Le luxe de sainteté, publié chez Mediapol. Alors, merci infiniment de m'avoir accordé cet entretien. Merci beaucoup. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute. Je vous invite évidemment à partager notre page Facebook et la suivre. Bien sûr, vous y trouverez nos épisodes précédents ainsi qu'un lien vers notre compte PayPal où il vous est possible de faire un don. Encore une fois, merci et à très bientôt pour un prochain épisode de À la Recherche du Québec.